Donc ce cours d'initiation, je l'ai fait uniquement à partir du code et de la législation. Volontairement, je ne l'ai pas fait à partir de la réglementation. Et donc j'ai choisi de vous présenter la partie plutôt législative en sachant très bien qu'il y a des trous que vous pourrez combler avec les fiches modèles du ministère de la Culture qui sont à votre disposition et dont la dernière diapositive vous donnera les coordonnées. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans le Code du patrimoine et ce que je vais essayer en une demi-heure de vous donner, c'est-à-dire des informations sur les immeubles au titre des monuments historiques, sur les objets mobiliers qui sont maintenant aussi dans les nouveaux statuts de notre association Sites et Monuments qui ont pleinement leur part, et également les sites patrimoine remarquables qui remplacent les anciennes AVAP, ZPPAUP et plans de sauvegarde et mise en valeur. Et enfin, je vous présenterai très succinctement le label architecture contemporaine remarquable qui n'est pas un outil législatif, mais qui tendrait peut-être à l'être. Voilà. Donc je vais essayer de développer ces 4 éléments. Sur la qualité architecturale, voilà, c'est le label qui, je ne vais pas commencer par là, je vais commencer par les institutions. Donc, il existe en haut de la pyramide, je dirais que c'est encore très pyramidal, et quand on voit les législations d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, le Royaume-Uni, on n'a pas du tout la même pyramide. La pyramide, le sommet de la pyramide, c'est le ministère de la Culture avec le ministre. Et en ce qui concerne le Code du patrimoine, la mise en œuvre est faite par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et consultée également qui a maintenant, depuis 2016, la double compétence sur l'architecture et le patrimoine, ce qui ne simplifie pas, bien sûr, toujours les schémas, les concepts et les mises en œuvre de ce code du patrimoine, parce qu'on appelle code du patrimoine, mais comme vous le voyez, ce code du patrimoine s'inscrit dans une législation sur l'architecture et le patrimoine. Donc on sent encore que le législateur est mal à l'aise pour placer ce mot architecture et tout ce qui en découle, et que on a fait ça au forceps, mais que c'est sur une ancienne loi monument historique, sur une ancienne législation du début du siècle, qu'on vient de mettre cette nouvelle conception sur l'architecture, mais que le bas blesse dans beaucoup de cas. Voilà. Donc vous pouvez lire, c'est pas la peine que je lise à votre place. Ce qui est important dans la législation de 2016 par rapport aux différentes législations sur les monuments historiques antérieurs, c'est que de plus en plus, d'une part, les représentants de la société civile et les élus ont une part de plus en plus importante. Elle l'avait auparavant, mais là maintenant, elle l'a encore plus. Et la Commission nationale est présidée par un député ou un sénateur, et que également, il y a de plus en plus de place aussi pour les représentants d'associations ou de fondations. Donc, notre place est bien inscrite. Seulement, ce qui est peut-être le représentant aujourd'hui du ministre, c'est difficile de dire le représentant, mais on peut quand même dire le représentant quand on est dans ces commissions. Le représentant, c'est le député ou le sénateur.
Et donc, c'est pas directement la voix du ministre qui est là. Donc, les représentants de l'État sont sous la présidence du député et du sénateur. Donc, il y a un magma, je dirais, qui essaie de diriger la commission. D'une part, le ministère de l'Intérieur et la préfecture, le ministère de l'Intérieur essaye de mettre la main sur cette commission. D'autre part, les élus. Et troisièmement, les représentants de l'État et les représentants de l'association. Si vous voulez bien fermer votre micro lorsque vous parlez à l'extérieur, les autres pourront mieux comprendre l'ensemble. En tout cas, ça, ce sera écrit et c'est bon. Parallèlement à cette commission nationale, il est institué une commission régionale qui a, disons, les mêmes fonctions, mais là aussi, placée auprès du représentant de l'État, il y a des membres titulaires donc d'un mandat électif national ou local et des représentants d'associations, ce qui permet en tout cas de voir petit à petit l'autonomie du ministère de la Culture diminuer par le représentant de l'État qui n'est plus en régional, qui est maintenant le préfet de région et qui, il y a une dizaine d'années, c'était encore le ministre de la Culture qui pouvait directement influencer sur le déroulement, sur également les affaires traitées. Et maintenant, c'est le préfet de région qui a mainmise sur cette commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Donc l'autonomie, là aussi, est moins importante que ça l'était avant 2016, on va dire. Pour le classement des immeubles, c'est toujours les mêmes concepts de classement qui sont, pour la France en tout cas, le concept du point de vue de l'histoire ou de l'histoire de l'art, et l'intérêt public. Et on sait qu'aujourd'hui, l'intérêt public, quand on voit l'intérêt public traduit par certains préfets en ce qui concerne les éoliennes, on voit les dérives de ce qu'on peut mettre derrière l'intérêt public. Déjà, il y avait des dérives sur le concept d'histoire ou d'art, mais la dérive de l'intérêt public, ça me permettrait d'avoir un débat peut-être après, mais en tout cas est de plus en plus important dans la société néolibérale dans laquelle on essaie de surnager. Donc le classement s'effectue par la commission nationale et les inscriptions s'effectuent par les commissions régionales, et les commissions régionales peuvent demander à la commission nationale des classements selon toute une série de réglementations, donc on voit ça dans les séries réglementaires. Il peut y avoir une conservation d'office. Julien nous a bien parlé du concept vague et en même temps assez précis de l'autorité administrative. Il peut notifier aux propriétaires l'instance de classement au titre donc, des monuments historiques. On peut donc passer outre aux commissions régionales, par exemple, pour décider qu'un édifice fasse l'objet d'une instance de classement. Donc c'est l'autorité administrative qui notifie aux propriétaires cette instance de classement. Là aussi, l'instance de classement est intéressante parce que l'instance de classement ne dure que 12 mois et permet de négocier les choses. Et donc, on ne demande pas suffisamment, à mon avis, au niveau des applications, ces instances de classement qui permettent de figer les choses et d'avoir un espace de négociation réglé et qui permet d'avoir une épée de Damoclès pour le propriétaire ou le promoteur qui veut démolir ou dénaturer l'immeuble. Et donc, les instances ne sont pas suffisamment courantes, à mon point de vue, mais ne sont pas non plus
supportait beaucoup pas les associations. Pour l'immeuble, est-ce que je peux ajouter quelque chose sur l'instance de classement? Oui, tout à fait. Alors, justement, donc on parle de cette loi LCAP, et dans cette loi LCAP, il y avait certains textes, en fait, qui étaient faits sous la forme d'une habilitation pour le gouvernement à légiférer par ordonnance. C'est-à-dire que certains articles de cette loi LCAP renvoyaient, en fait, à une ordonnance, et ces articles n'ont en définitive pas été votés. Et dans l'un de ces articles, donc qui permettait une ordonnance, en fait, de prendre des décisions dans le domaine de la loi, c'est le gouvernement qui agit dans le domaine de la loi, il était question de créer une instance de protection à la place de l'instance de classement. Alors, c'est juste un mot pour un autre, c'est protection à la place de classement, mais ça allait tout à fait dans notre sens, puisque la difficulté, c'est qu'avec l'instance de classement, à l'origine en tous les cas, l'idée était que le bien soit digne d'un classement, c'est-à-dire qu'on le place provisoirement pendant 12 mois sous le régime du classement pour ensuite aboutir à un classement. Et avec le terme d'instance de protection qui malheureusement a été retiré de la loi LCAP parce que les sénateurs n'ont pas voulu justement donner ce pouvoir de légiférer par ordonnance au gouvernement, on aurait eu un assouplissement très intéressant parce qu'une protection, on voit bien que ça peut concerner des biens qui ne sont pas suffisamment importants pour être classés. Et donc ça traduisait un petit peu la pratique actuelle tout en la renforçant, qui est de dire on se donne 1 an pour réfléchir, même si ça n'aboutit pas à un classement, ça peut être une inscription, ça peut être rien du tout, mais permettre de conserver quand même l'immeuble. Donc voilà. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est l'une des dispositions de la loi LCAP qui n'a pas été votée. Et cela dit, on est quand même sur ce chemin-là de dire que ça n'aboutit pas nécessairement à un classement, ces instances. Voilà, je te rends la parole, Bernard, merci beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, l'instance de classement, me semble-t-il, devrait être plus utilisée et plus demandée, ce qui permettrait à nous, associations, de pouvoir négocier entre le propriétaire, les collectivités territoriales, les promoteurs, etc. Et là, on est assez frileux nous-mêmes, mais l'administration aussi est assez frileuse. Donc, on pourrait peut-être faire bouger un peu les choses sur ces instances de classement en attendant mieux, mais en tout cas, dans la loi, en tout cas, l'instance de classement est bien notifiée. Donc, on peut utiliser ces 12 mois qu'on n'a pas habituellement parce qu'on ne les demande pas, tout simplement. Surtout que l'immeuble classé ne peut pas être détruit, déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration sans autorisation. Bon, ça, on est d'accord. Ce qui est intéressant, et ce qui n'existait pas avant 2016, c'est que les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure ont également les mêmes peines, je dirais, ou au contraire les mêmes obligations. Ils ne peuvent pas être détachés. Donc il y a bien sur les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure et sur les effets mobiliers, en tout cas surtout lorsqu'ils sont rattachés au bâtiment dès l'origine, et même s'ils ne sont pas dès l'origine, il y a bien un lien maintenant qui existe et qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment parce que le mobilier est encore un parent faible de notre activité patrimoniale. L'autorité administrative, en tout cas, peut aussi obliger soit la collectivité, soit le propriétaire privé, en tout cas tous les intéressés, à des travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation. Et là aussi, dans les directions régionales des affaires culturelles, on est très mou sur les problèmes d'entretien. On attend au dernier moment et l'entretien n'est plus vraiment des travaux de réparation, mais très souvent des travaux de restauration qui coûtent très cher et qui mettent en péril de façon parfois définitive le bâtiment. Donc on ne fait pas assez attention et on devrait faire des tournées dans l'association sur les bâtiments qui mériteraient réparation et une fois par an peut-être la délégation départementale ou régionale pourrait
avertir la DRAC que tel ou tel bâtiment demande des travaux impérieux de réparation et d'entretien. Parce que j'ai l'impression que ces journées ne sont pas faites régulièrement par les ABF ou en tout cas sont pas suivies des faits, et on devrait pouvoir aussi être les gardiens de cet entretien dans l'association. Donc l'inexécution également de ces travaux d'entretien sont également, enfin ça peut être coercitif pour l'autorité administrative vis-à-vis du propriétaire, et donc il peut y avoir des mises en demeure, et aussi l'État peut directement obliger et faire payer aux propriétaires les travaux d'entretien si bien sûr il y a un bien fondé. Ça fait l'objet bien sûr souvent de litiges avec le propriétaire, mais je crois qu'on n'est pas assez vigilant, nous associations, sur ce problème de l'entretien des monuments et de la réparation des monuments. Il y a des questions? Non. Bon, je passe. Donc sur ces travaux, il y a les travaux d'office qui peuvent être faits, qui peuvent aller jusqu'à l'expropriation, mais c'est quand même un fait assez rare. Et le propriétaire, bien sûr, est tenu de rembourser à l'État le coût des travaux. Bon, je passe outre tout ça, c'est pas très important. Au niveau de l'inscription des immeubles, les immeubles, sans justifier d'une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, répondent toujours aux mêmes critères, mais là, vous voyez que le critère pour l'inscription des immeubles, c'est présenter un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour rendre désirable la préservation, mais il n'y a plus le problème de l'intérêt public comme pour le classement. Peut-être que le législateur a oublié ce petit mot-là, mais c'est très important. Pour moi, en tout cas, c'est très important parce que ça permet davantage d'avoir des critères dits scientifiques, entre guillemets, qui sont bien sûr des critères de politique locale, bien souvent, mais on pourra faire défiler ces critères-là qui sont bien connus. Reprenez Alois Riegel, reprenez également pour le patrimoine du XXe siècle les critères spécifiques qui sont recommandés par la Commission européenne, etc. Ces critères-là sont bien définis, mais on est plus libre sur ces critères et moins sur l'intérêt assez vague public du bâtiment. Et donc, quand on aide à faire le dossier de protection, parce que l'association peut aider à faire ce dossier de protection, on a intérêt à bien connaître l'ensemble de ces critères. Et on peut éventuellement aider au bureau de l'association Cité de Monuments à réviser ou à améliorer ces dossiers de demande de protection. En tout cas, le dossier de la protection doit toujours avoir l'avis positif du propriétaire, sauf bien sûr ça devient un classement d'office si le propriétaire refuse, mais donc les travaux également et les effets mobiliers à perpétuelle demeure ont la même obligation sur les travaux que les immeubles inscrits, et donc tout doit être entrepris avec l'autorisation donc de l'administration en charge des monuments historiques et sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. Il y a quasiment dans la législation une tautologie qui est même un peu ridicule. L'autorité administrative, en tout cas, est autorisée à subventionner dans la limite de 40%, c'est dans la loi, mais j'aimerais bien, là aussi, on n'a pas de critères pour le savoir, il faudrait aller dans toutes les DRAC, mais aujourd'hui, les 40% sont souvent du 5%, voire de moins en moins des aides pour les dépenses que nécessite la conservation des immeubles inscrits au titre des monuments historiques.
dans la majorité des régions, on peut avoir 10-15% aujourd'hui, et les 40%, pourtant c'était en 2016 que le législateur a mis les 40%, je crois que c'était des rodomontades et que très rarement on arrive aux 40%. Les 40%, on y arrive quand même dans les communes qui ont des églises, par exemple, et qui sont des communes de quelques centaines d'habitants. Là, on va à 40% et quelquefois au-delà avec l'aide des collectivités locales. Mais pour les propriétaires privés, maintenant, les 40%, c'est un peu lointain comme perspective. Les dispositions... Pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler ? Non. Bon. Pour les dispositions communes aux immeubles classés et inscrits, eh bien, c'est le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit qui est le propriétaire ou l'affectataire domanial qui requiert les conditions de remise en dotation de ces subventions. Les services de l'État normalement devraient pouvoir apporter une assistance gratuite aux propriétaires. L'ABF, quand il a le temps, peut gribouiller sur un bout de papier sur le rebord de son bureau quelques petites indications, mais très souvent, je dirais que la mission d'assistance qui est dans la législation est souvent très portion congrue et devient quasi inexistante aujourd'hui. Donc cette assistance de l'État au maître d'ouvrage est souvent l'État préfère payer une étude préalable, notamment dans le cas bien sûr des bâtiments classés, mais l'assistance directe des services, c'est bien clair. D'une part, il y a peu de personnes qualifiées pour cette assistance, et deuxièmement, les personnes qui sont là, elles sont à effectif réduit, avec des charges de plus en plus importantes et des compétences qui quelquefois peuvent dépasser pour certains bâtiments les compétences d'un simple ABF, parce qu'il faut des ingénieurs en même temps, il faut des équipes pluridisciplinaires, et donc cette assistance-là, là aussi le législateur faisait des rodomontades peut-être de ces types d'assistance. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut revenir à des choses plus réalistes. Voilà. Alors, il y a aussi le code de l'environnement qui vient de plus en plus perturber, ou en tout cas rendre complémentaires les choses. Là, en l'occurrence, j'ai bien mis l'article L 621-29-8 que connaît bien Julien et que connaissent bien beaucoup de personnes, notamment à Paris, qui sont l'installation des bâches d'échafaudage qui peuvent, en tout cas, dont les recettes peuvent bénéficier aux propriétaires de monuments et peuvent être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. On sait toutes presque les procès, ou en tout cas les difficultés qu'a notre association Sites et Monuments à faire respecter ces éléments sur les bâches d'échafaudage dans les espaces qui sont confrontés aux travaux sur des immeubles protégés. Julien a des quantités d'exemples là-dessus. Pour les abords, la section 4, il est important de pouvoir pour nous, puisqu'il y a redéfinition de plus en plus du périmètre des abords, le périmètre des abords est grignoté, ou plutôt ajusté dans le cas des immeubles, bâtis ou non bâtis, et les périmètres délimités font l'objet de négociations de plus en plus avec les collectivités territoriales. Et donc ce périmètre est pas souvent regardé par nos délégués ou par les gens de
Et souvent, il y a beaucoup de changements actuellement sur les périmètres des abords et qui devraient pouvoir faire l'objet de modifications, soit au titre donc des PLU, soit au titre des sites patrimoine remarquables, mais qui se glissent comme ça fortuitement. Et il faut faire très attention au changement des périmètres qui sont en cours, notamment dans les grandes villes ou autour des grands bâtiments. Les périmètres délimités, on dit comment ces périmètres doivent être délimités sur les abords, mais surtout, je trouve qu'il y a peu d'enquêtes d'utilité publique qui sont regardées par les membres de nos associations, et donc il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des contentieux, parce que si on avait été en amont dans les enquêtes d'utilité publique, on pourrait, dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les documents d'urbanisme où il y a ces délimitations d'abord, on pourrait sans doute peser beaucoup plus là-dessus. Je trouve qu'on ferme un peu les yeux là-dessus en ce moment, et souvent ça nous retrouve. Voilà. Donc il y a bien sûr les distances de 500 mètres, mais aujourd'hui on sait qu'on peut facilement donc les modifier et les affiner, mais on n'est pas assez soucieux dans les enquêtes d'aller vérifier ensuite ce qui se passe. Et en tout cas, on peut aussi faire des propositions, puisque dans les PLU, il y a au moins 2 réunions plénières des citoyens qui sont là dans le territoire, et il n'y a pas suffisamment de gens de Cité Monuments pour étayer ces travaux sur les abords. Les domaines nationaux, je les mentionne, c'est de plus en plus aussi un domaine, pour ne pas faire de jeu de mots, qui est pris en main par notre association, et donc les listes et les définitions, les délimitations, on a eu les cas importants de regard que notre association a pris sur la délimitation de ces domaines-là, et il faut y faire très très attention, bien sûr, et je crois que là, pour quelques domaines, en tout cas, la liste est bien sûr pas trop importante de ces domaines nationaux, et donc on doit pouvoir faire le point plus facilement. En ce qui concerne les objets mobiliers, puisque j'ai plus que quelques minutes, le classement des objets mobiliers, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un à la Commission nationale sur le classement des objets mobiliers qui représente notre association. Je veux le demander à Julien. Non, ce serait formidable, mais on est déjà, c'est vrai qu'on est dans 2 sections. Dans la section qui s'intéresse au patrimoine urbain, donc qui était la commission voilà. En fait, des secteurs sauvegardés, qui a été fusionnée en fait avec la commission nationale de l'architecture et du patrimoine. Donc dans celle-là, donc moi j'y suis, et puis on a 2 représentants, et on est aussi dans la section travaux, et ça c'est Alexandre, notre président d'honneur, qui nous représente. Et effectivement, on n'est plus dans la section protection, et on n'est pas dans la section mobilier. Mais c'est peut-être un peu trop. Alors là il faudrait voir, si on peut être effectivement dans toutes ces sections, ce serait vraiment formidable. On va essayer de voir, si on peut. Parce qu'au moins au niveau national, parce que on a le retour des choses. Actuellement, donc, j'ai regardé d'après ce que m'a renvoyé le secrétariat, on est seulement présent que dans la moitié des sections nationales de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Alors que le mobilier, on est les seuls à s'en occuper. En fait, on devrait pouvoir y être partout, puisque nos statuts permettent d'être partout. Tout à fait. Les nouveaux statuts vont être un argument. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'est pas censé s'occuper du patrimoine mobilier. On le fait quand même.
parce que personne ne le fait en fait. Et ça s'explique aussi par le fait que les autres associations sont des associations à l'origine, en tous les cas, mais il reste des traces de ça, de propriétaires de monuments. Donc ils veulent pas forcément qu'on s'intéresse à ces questions de patrimoine mobilier qui peuvent être assez sensibles, notamment financièrement. Et puis aussi parce que les revues VMF, la demeure historique sont envahies de publicité pour le marché de l'art. Et ça, évidemment, c'est très compliqué d'avoir une indépendance et de pouvoir parler de ces sujets lorsqu'on est financé dans le même temps par le marché de l'art. Donc c'est vrai qu'on est, je dirais, la seule association qui, dans ce domaine, a vraiment les coups des franches, et ça justifierait pleinement qu'on soit représenté dans la section mobilier de la Commission nationale. Tout à fait, ouais. Et donc là, disons que pour les mois à venir, c'est très important, puisqu'il y a un renouvellement aussi des membres, qu'on puisse être candidat donc à ces postes, que ce soit à la commission nationale ou dans les commissions régionales. Commission régionale, je réinsiste, Christine n'est peut-être pas là, mais que le renouvellement doit être fait pour la fin de ce mois dans certaines régions, et je ne suis pas sûr qu'on soit d'attaque aujourd'hui pour que dans chacune des 13 régions, on puisse avoir un délégué, et ça me semble être indispensable au niveau national, mais au niveau régional, d'être dans les instances qui doivent donner leur avis sur ce patrimoine. Ça, c'est vraiment l'objectif, me semble-t-il, qu'on pourrait fixer à notre association. Je ne sais pas ce qu'on pense. Julien ? Oui, tu as terminé ton... Non, je parlais de l'objectif qu'on avait de mettre au niveau national. Alors, il y en a 13, effectivement, au moins dans les commissions régionales. Il faut vraiment que vous soyez vigilants pour déjà savoir effectivement quand les renouvellements se font. Nous, on peut vous appuyer à ce moment-là par une lettre. Il faut bien insister sur le fait, alors très souvent, il y a effectivement les VMF, la demeure historique. Nous, on a quand même une spécificité, c'est qu'on est, on n'est pas une association de propriétaires de monuments. Notre credo, c'est l'intérêt général dont parlait Bernard, et le vrai intérêt général qui est en train de perdre son sens. Nous, ce sens de l'intérêt général, c'est vraiment dans notre ADN associatif. Et puis cette notion de paysage, cette approche beaucoup plus globale que les autres ont moins de légitimité à représenter, ça il faut absolument le faire valoir. Et très souvent il y a des doublons, on voit DH, VMF, et là vraiment je pense qu'on a notre carte à jouer en insistant sur nos spécificités, sur aussi pourquoi pas notre expertise dans le domaine du patrimoine mobilier. Tout ça peut être intéressant. Donc il faut absolument candidater. Il faudrait qu'on ait un représentant par commission régionale, et ça c'est absolument stratégique, ne serait-ce que parce qu'on a accès à l'information en amont. Ça c'est très important, pas avoir les informations à la fin par voie de presse, parce que souvent c'est trop tard, et donc savoir, alors aussi une façon de se comporter en commission qui pourrait être une signature de notre association, c'est-à-dire savoir dire non, savoir voter contre. Et ça, très souvent, moi je le constate à la commission nationale, il y a une forme comme ça de consensus mou où on évite de s'opposer, on va simplement s'abstenir. Non, il y a 3 bulletins, il faut utiliser le bulletin non quand on est contre. Et ça, vraiment, ça peut être l'une de nos spécificités dans ces fameuses commissions, mais encore faut-il effectivement y être. Et ça, on vous demande d'être vraiment vigilant, vous renseigner, de commencer à montrer patte blanche au niveau de la préfecture de région, et après nous on pousse derrière pour que vous soyez pris, ou en tous les cas on tente le coup. Il faut absolument le faire. Alors il y a, puisqu'on en parle, dans certaines régions, dans les CRPA, il y a 2 sections, et donc il pourrait y avoir 2 personnes différentes proposées pour la section souvent qui s'occupe donc de la protection,
et une autre section qui s'occupe des travaux. Par exemple, sur l'Île-de-France, il y a 2 sections différentes. Donc il faut pouvoir être présent aussi. Ça fait 13 multiplié par 2, ça fait 26 déjà. Donc il faudrait qu'on puisse avoir 26 personnes, plus des suppléants. Ça fait donc 40 ou une cinquantaine de personnes. En tout cas, ça fait 52 personnes à trouver déjà pour essayer de boucher les trous dans les CRPA. Voilà. Donc c'est pas uniquement une personne, mais c'est au moins 2 et avec leurs suppléants. Alors, pour les objets mobiliers, on en a parlé un peu. L'inscription des objets mobiliers, je crois que il faut davantage, puisque maintenant on a des nouveaux statuts sur ce thème-là, il faut recruter de ce côté-là et surtout les objets mobiliers appartenant à des personnes privées, au lieu de directement de les voir dans les enchères avant les ventes de châteaux, ce serait bien de pouvoir insister pour que on puisse voir globalement ces objets mobiliers. J'insiste beaucoup sur les objets mobiliers des 19e et 20e siècle. On a beaucoup d'objets mobiliers du 20e siècle qui sont dans leur jus, entre guillemets, c'est-à-dire dessinés par l'architecte ou en tout cas voulus par le commanditaire en même temps que la construction, et c'est pas parce qu'ils sont des mobiliers du XXe siècle qu'ils sont moins intéressants. On a vu le cas pour la cité universitaire que même des personnalités morales de très haut niveau mettent à l'encan et aux enchères leurs propres objets mobiliers, et donc on se doit de faire aussi le point sur ces objets mobiliers spécifiquement aussi du XXe siècle. Mais les objets mobiliers du XIXe siècle dans les châteaux sont légion en ce moment à être mis aux enchères ou en tout cas à être... Et donc il y a un point important et il n'y a pas assez non plus dans notre revue d'articles sur ce sujet-là. Je laisse du lien. Pour rebondir sur ce que dit Bernard, effectivement, il y a une difficulté particulière pour le mobilier du XXe siècle parce qu'on est au sommet de la côte. C'est-à-dire c'est ça qui est à la mode et c'est ça qui se vend très bien. Donc là, il y a une pression, puis les galeries écument, même les institutions, comme le disait Bernard, dont on pourrait penser qu'elles sont sensibles à la cause du patrimoine, mais ça vaut tellement d'argent que finalement le mobilier 20e est très convoité. En revanche, pour le mobilier 18e et 19e, ça peut être le fait que la cote soit actuellement très basse, en tous les cas pour le 18e, peut être un argument pour convaincre. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir un propriétaire de château, lui dire écoutez, c'est vraiment un ensemble patrimonial qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que vous ne consentiriez pas à un classement in situ, par exemple, de votre mobilier, puisque de toute façon, sa cote n'est pas très enviable, et on peut même dire que ça valorise l'immeuble, c'est-à-dire que c'est pas simplement un handicap, c'est-à-dire que de vendre un ensemble se vend mieux, c'est-à-dire qu'un château, on n'achète pas un nombre de mètres carrés, on achète effectivement une ambiance, un tout patrimonial, et ça peut être de nature à valoriser l'immeuble beaucoup plus finalement que la vente de ces éléments pris isolément. Donc c'est pas forcément un mauvais calcul pour le propriétaire, en tous les cas pour le mobilier des 18e et 19e siècles. Le 20e, c'est encore une autre problématique parce que c'est extrêmement recherché en ce moment. Voilà. Merci Julien. Passons maintenant, j'ai un peu outrepassé mon temps, passons aux choses très importantes, les sites patrimoniaux remarquables. C'est donc, comme je l'ai dit, les anciens, on ne va pas parler de la protection des patrimoines naturels, des parcs régionaux, des sites également, qui devraient être dans l'exposé de Julien sur la loi Elan. Moi, je voudrais parler uniquement des sites patrimoniaux remarquables, du régime des travaux et des intéressantes dispositions fiscales qui sont encore proposées pour un certain temps, semble-t-il. Il y a actuellement plusieurs centaines de sites patrimoniaux remarquables.
à mon avis, entre 4 et 500. Donc, c'est pas inutile de faire le point parce que dans ces sites patrimoniaux remarquables, on a une densité importante d'éléments patrimoniaux, densité bâtie et densité dans. Et on ne fait pas peut-être dans notre association suffisamment de place aux ensembles bâtis. On est encore très dans le concept monument, très dans le concept de l'unicum, mais pas assez dans le concept de ces ensembles urbains patrimoniaux remarquables qui devraient pouvoir aussi de plus en plus s'étendre. Je pense par exemple dans la banlieue de Paris où au lieu de se bagarrer monument par monument ou ensemble par ensemble, les sites patrimoniaux remarquables sont tout à fait des bons instruments pour gérer cela, mais aussi dans le milieu rural ou dans des bourgs qui sont en déshérence. On devrait pouvoir inciter les collectivités et les autorités de tutelle de pouvoir animer davantage ces sites patrimoniaux remarquables. Les sites patrimoniaux remarquables, là aussi, on y est, c'est la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture dans lequel on a un représentant cité monument qui... pardon. Deux même. On est là, on a un titulaire et un suppléant là dans cette section. Voilà. Donc là, on a un mot à dire au niveau national. Par contre, ce qui est plus gênant pour nous, c'est que la fabrication, je dirais, de ces sites patrimoniaux remarquables localement, avec leurs qualités publiques qui sont indispensables, avec la délimitation du site patrimoine remarquable, là, on n'est pas suffisamment présent et les délégués régionaux ne sont pas suffisamment acharnés à bien les voir. Peut-être aussi que il faut savoir que ces enquêtes sont régulièrement faites au mois d'août. Donc, avant de partir en vacances, il faut savoir quand est-ce que tel ou tel site patrimoine remarquable va aboutir et ne pas se laisser avoir par ces aléas de l'administration qui sont courants de ce fait-là. Voilà. Les plans de sauvegarde à l'intérieur des sites patrimoniaux remarquables sont aussi en ce moment en train d'être révisés et je dois insister aussi, puisque si à la Commission nationale, on a 2 délégués, comme le dit Julien, et ben dans les commissions locales, sur les 400 sites patrimoniaux remarquables, je dirais qu'on n'en a même pas 5% des délégués sites et monuments dans ces commissions locales, qui sont très importantes, parce que elles sont consultées pour l'élaboration, pour la révision, pour la modification des plans de sauvegarde. Et s'il n'y a personne, après, on est toujours derrière une peuse et c'est dommage, quoi. Donc si dans les commissions locales des sites patrimoine remarquables, on pouvait premièrement recenser, et là je parle à la secrétaire de notre association, si on pouvait recenser bien toutes les personnes qui sont dans ces commissions locales, et deuxièmement aussi, dans ces commissions locales, faire rentrer des personnes. Parce que on peut, c'est comme les élections municipales vont être terminées dans quelques semaines, souvent c'est le maire qui révise la composition de ces commissions locales, et il faut profiter de ce post-élection pour re-rentrer dans ces commissions locales. Voilà. Et là, alors, si je peux me permettre, il faut vraiment insister sur notre spécificité. Donc moi, je le vois à la commission locale, à la commission nationale où je siège. 2 points vraiment d'attention sur lesquels on va être quasiment les seuls, malheureusement, à intervenir. La protection des intérieurs,
quand il y a un PSMV qui est extrêmement menacé par toutes les mesures actuelles d'isolation par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des décors, y compris dans des villes très précieuses patrimonialement, des décors intérieurs qui disparaissent. Et sur la question du second œuvre, et ça, le mot second œuvre, on l'a fait mettre, ça c'est l'un de nos amendements, on en a fait passer 21 dans le cadre de la loi LCAP, on a fait mettre dans le texte que l'autorisation porte aussi sur les éléments de seconde œuvre, c'est-à-dire les portes anciennes là, qui sont en train de partir, d'être remplacées par des portes neuves qui même parfois sont en PVC, y compris d'ailleurs dans les sites patrimoniaux remarquables, les volets, les croisées anciennes, ça c'est une aussi de nos spécificités avec le prix du second œuvre. Là on a vraiment, je vous assure que les autres associations n'en ont vraiment rien à faire de ces questions de protection des intérieurs et du second œuvre. Donc là, on a vraiment notre présence est pleinement justifiée, ne serait-ce que par ces deux questions-là. Voilà. Et je dois dire que donc les commissions locales se réunissent au minimum 2 ou 3 fois par an, et donc à chaque fois il y a des permis de construire qui sont litigieux, etc., donc qui font l'objet donc qui sont dans l'ordre du jour de ces commissions locales, et c'est extrêmement important de pouvoir, je dirais, être là avant que la bombe n'éclate. Parce que quand la bombe a éclaté, nous, associations, une fois de plus, on fait des pétitions, etc. Mais c'est trop tard. Dans les commissions locales, on doit être pour pouvoir désamorcer les bombes avant qu'elles n'éclatent. Voilà. Donc, il y a une position là aussi de notre association qui se doit de rentrer dans ces commissions pour exprimer sa voix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, c'est le rapport de présentation, les prescriptions, et donc, quand c'est au début, vous avez tout de suite à regarder, on parlait du second œuvre par exemple, si les prescriptions font bien attention à ce second œuvre, si les règles de conservation touchent également au moins aux éléments intérieurs, au moins pour les espaces communs, etc., lorsqu'il s'agit des espaces publics aussi, que ce soit des jardins publics, des jardins privés ou des sites, tout ça est minutieusement catalogué, inventorié, diagnostiqué avec des prescriptions, et il faut être là à toutes les étapes et ne pas négliger aucune étape jusqu'au moment de l'élaboration de l'enquête d'utilité publique et de la révision et de la modification de ces plans. Donc c'est un point, en tout cas, sur lequel on a encore beaucoup de progrès à faire, nous, associations. Le régime des travaux est quand même encore, pour l'instant, j'ai regardé que les articles législatifs, mais j'ai regardé aussi dans la réglementation, il y a encore quand même des éléments intéressants pour pouvoir investir, et donc les travaux peuvent être non seulement défiscalisés, mais aussi peuvent être largement défiscalisés suivant la détermination des revenus des propriétaires, mais dans les centres urbains, c'est encore des éléments qui ne sont pas à négliger. Là aussi, je rappelle que les sites patrimoniaux remarquables peuvent se faire sur des banlieues ou sur des éléments entièrement XXe siècle, et qu'on n'a pas encore assez l'habitude de se prendre un appartement qui va être défiscalisé parce que c'est dans un site patrimonial remarquable. Et pour l'instant, il peut y encore avoir des effets de réduction d'impôts là-dessus, mais il n'y a pas suffisamment d'éléments du XXe qui sont dans les sites patrimoniaux remarquables. Ouais. Alors, sur ce point de la fiscalité, là aussi, l'une des spécificités de notre association, faire très attention à ces promoteurs Malraux. Alors, certains travaillent bien, d'autres beaucoup moins bien. Moi, je le vois dans des villes que je connais bien, par exemple à Bourges. Quand vous avez effectivement une opération Malraux, elle se traduit très souvent, mais même de façon systématique, par une moins-value patrimoniale. C'est-à-dire qu'on perd la saveur en fait du patrimoine, justement parce que les éléments de seconde œuvre vont être enlevés, que
les murs vont être doublés. Donc il faut être très vigilant, d'autant que là il y a une contrepartie, je dirais, c'est en partie de l'argent public qui va payer les travaux. Là il faut absolument inciter l'architecte des bâtiments de France à faire un état des lieux très précis, préalable, avec des visites, pourquoi pas, auxquelles vous pourriez vous inviter, en définissant les points importants à conserver lors de ces opérations d'ensemble. Il faut être vraiment particulièrement vigilant. Et là, je dirais que dans certaines associations, vous avez des membres de conseil d'administration qui sont des promoteurs Malraux. Nous, on a la chance de ne pas avoir de promoteurs Malraux dans notre conseil d'administration. Donc là encore, on a vraiment l'écho des franges. Et je me souviens d'une discussion avec un ancien ABF du sud de la France qui est toujours d'ailleurs membre de notre association et qui me disait mais le Malraux, il faut supprimer cette disposition qui est vraiment néfaste. Et puis donc considérait qu'effectivement donc c'était des travaux qui étaient souvent faits de façon assez radicale et qu'en plus vous savez il y a une obligation de louer le bien qui a fait l'objet des travaux, donc que ça faisait en fait des vides de locataires. Et qu'évidemment, quand on loue un bien, on veut quelque chose qui soit solide et on s'embarrasse pas de petits détails d'ornement. On veut pouvoir passer presque parfois le Karcher après le passage d'un locataire, et que tout ça n'était pas forcément très compatible avec la préservation du patrimoine. Bon, sans aller jusque-là, il faut être vigilant quand ces opérations sont défiscalisées et vraiment exiger que ça se fasse dans l'intérêt du patrimoine et pas dans l'intérêt du promoteur ou de l'investisseur, parce que c'est quand même en train de devenir des produits financiers, des niches fiscales. Et là, il faut être très, très, très vigilant. Voilà. Mais tant que c'est encore une niche fiscale, c'est quand même intéressant pour le patrimoine, quoi. Donc, ça peut l'être, c'est bien fait. C'est toujours pareil. Ouais. Donc, et enfin, le dernier point, parce que on a largement dépassé, c'est donc que la loi appelle la qualité architecturale parce que c'est en fait l'ancien label patrimoine du XXe siècle qui s'appelle maintenant label architecture contemporaine remarquable, ACR, qui sont pour les réalisations de moins de 100 ans d'âge. Donc tous les ans ça bouge, c'est-à-dire que aujourd'hui ce label est donné à des bâtiments qui peuvent avoir été construits entre 1920 et 2019. C'est un peu bizarroïde, c'est un label voulu par la direction de l'architecture et pas totalement par la direction du patrimoine. C'est les guéguerres administratives à l'échelon central qui ont provoqué ce label de qualité architecturale. Le label disparaît aussi alors qu'il ne disparaissait pas avant 2016 lorsque l'immeuble est protégé au titre des monuments historiques, qu'il soit classé ou inscrit. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc il permet ce label-là d'attirer l'attention simplement et maintenant aussi d'obliger le propriétaire lorsqu'il dépose un permis de construire ou un permis de travaux de le déclarer à l'autorité compétente entre guillemets, alors qu'auparavant il n'y avait pas de déclaration là-dessus. Donc ça devient on dirait le purgatoire ou avant le paradis de l'inscription ou du classement. C'est une espèce de récupération par l'intermédiaire du label d'avoir une antichambre de l'inscription. Et on a vu dans beaucoup de cas que ce label était plus néfaste qu'autre chose, notamment pour le patrimoine du XXe siècle là aussi, et que les éléments labellisés aujourd'hui, il aurait mieux valu peut-être ne pas les labelliser pour avoir, ou à la Butte Rouge, dans d'autres lieux comme les Touraillots, plus de facilité pour demander une inscription au titre des monuments historiques directement. Donc méfiez-vous de ce label de qualité architecturale qui est un effet de poudre aux yeux de la dernière génération du ministère de la Culture, mais gardez en tête que rien ne vaut l'inscription, la protection du classement
et le site Patrimoine Remarquable. Merci. Pour en savoir plus, donc le Code du patrimoine, avec les références également à la réglementation et les fiches mémoire, les fiches d'aide mémoire, comme vous aurez tous ce diaporama que je vais donner à la secrétaire et que ça a déjà été enregistré peut-être, vous pourrez facilement donc accéder à ces fiches pratiques qui vous permettront de les distribuer, premièrement ces fiches pratiques, et deuxièmement d'avoir une espèce de digeste de la législation patrimoniale. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard, c'est très bien ce PowerPoint.